Le X6, on l'adore ou on le déteste. Statutaire pour les uns, inutile pour les autres, on le compare souvent à tort au SUV conventionnel, en lui trouvant du coup tout un tas de défauts, d'habitabilité notamment. Or, BMW n'a jamais voulu faire du X6 le meilleur SUV du marché, mais proposait plutôt une offre différente, misant en majorité sur un style singulier. Et ça fonctionne plutôt bien. Rien qu'en 2012, il s'est vendu plus de X6 que de X5. Les retouches cosmétiques de cette seconde génération de X6 insistent plus que jamais sur cet effet coupé, clipsé sur un châssis de tout-terrain. Le bouclier avant en X fait plus baroudeur, tandis qu'une nouvelle griffe est apparue au-dessus des passages de roue arrière et fait bien mieux ressortir la musculature du X6. Il évolue plus sensiblement à bord, en bénéficiant de toutes les dernières évolutions vues chez BMW, que ce soit sur les matériaux, mais aussi en équipement embarqué, dont le pack Safety proposé en série. Avec la largeur limitée des rétroviseurs et les angles morts arrière, on ne saurait que trop vous conseiller le pack Surround View avec vision à 360 degrés, idéal pour manœuvrer l'engin. Le X6 met un peu plus de bonne volonté à l'arrière, avec une hauteur de toit augmentée de 23 mm, de quoi être un peu plus à l'aise, jusqu'à 1,80 m. Les généreuses garnitures de porte et leur angle d'ouverture limité maintient toutefois un accès compliqué à bord. Plébiscité par les possesseurs de X6, la banquette devient fractionnable et le haillon arrière électrique est en série. Sous cette capuche, la capacité de coffre a elle aussi évolué de 570 à 580 litres et contrairement aux idées reçues, représente la seconde plus large capacité chez BMW derrière le X5. Plutôt conçu pour le marché américain, le V8 suralimenté qui équipe le X6 50i ne fait pas dans la dentelle. 450 chevaux, le 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 8, c'est seulement 1/10 de plus par exemple que le Porsche Boxster GTS. Les consommations sont évidemment à peine avouables, oscillant entre 13 et 19 litres au 100 km, mais quelle sensation! La poussée est phénoménale avec des vocalises à la fois sourdes et puissantes. Les ESP intelligents ont permis d'offrir un minimum d'agilité à ces gros mastodontes que sont les SUV sportifs premium. Le X6 50i est très bien équipé dans ce domaine et peut compter sur une suspension adaptative avec correcteur d'assiette grâce au pack Dynamic Drive. Associé à la meilleure répartition des masses de ce modèle essence face à l'équivalent diesel, le X6 50i est d'une relative certes mais surprenante agilité, tout en virant à plat en toutes circonstances. Seul le freinage, endurant mais pas d'un mordant exemplaire, nous rappelle que ce SUV à tempérament sportif traîne pas moins de 2 tonnes et 170 kg. Le 50i est quoi qu'il en soit un oiseau rare animé par un moteur V8 amené à disparaître sur ce segment, mais dont le plaisir généré est un véritable facteur d'achat en soi. C'est au cœur du centre de recherche automobile de Balocco, l'un des fiefs du groupe Fiat Chrysler Automobile, qu'Alfa Romeo fêtait les 60 ans de la Giulietta. Un modèle de légende qui a permis à l'époque de décupler la production industrielle d'Alfa Romeo au milieu des années 50 et dont la saga perdure encore aujourd'hui. Il faut donc remonter 60 ans dans le passé, en 1954, pour voir naître cette belle italienne. Elle reprend, diront certains, le prénom de la célèbre actrice Giulietta Masina, femme de Federico Fellini, qui pose ici en 1960 devant le 100 001e exemplaire sorti de l'usine du Portello, près de Milan. La Giulietta s'est rapidement imposée comme l'un des symboles de la Renaissance italienne d'après-guerre. Après le succès de la 1900, Alfa Romeo présentait un coupé agile, compact et très performant qui allait marquer l'entrée du constructeur dans la catégorie des voitures de petite cylindrée et ainsi permettre son envolée industrielle et commerciale. Ce modèle mythique se distingue au premier coup d'œil par ses lignes élancées signées Bertone. Le carrossier exploitait ici les nécessités aérodynamiques
avec une grande rationalité, pour un résultat d'une rare élégance. La face avant notamment arbore la calandre et les grilles latérales typiquement Alfa Romeo, mais ici dans une déclinaison parfaitement modernisée. Cette année 1954 marque aussi la naissance d'un autre mythe, le fameux moteur à double arbre de 1290 cm3, très révolutionnaire pour son époque, caractérisé par une utilisation massive de l'alliage d'aluminium. C'est ainsi qu'est née la Giulietta Sprint, coupé 2+2, produit jusqu'en 1962, auquel viennent s'ajouter notamment les versions plus puissantes, Sprint Veloce ou les Sprint Spéciales, aux lignes très effilées, sans oublier bien sûr les très sportives versions SZ et SZ Coda-Tronca, optimisées pour la compétition. Et bien sûr, le fameux Speeder signé Pininfarina. Mais c'est bien sûr surtout avec la berline, lancée en 1955, que la Giulietta allait rencontrer le plus grand succès et permettre au plus grand nombre de goûter enfin au plaisir de rouler en Alfa Romeo. Plus de 177 000 exemplaires, toutes versions confondues, sortiront des chaînes. On peut sans aucun doute affirmer que la Giulietta a inventé la catégorie des voitures de 1300 cm3, qui allait rapidement se développer à l'échelon européen. En 1955, il n'existait pas au monde un autre modèle possédant de telles caractéristiques mécaniques et de performance que la Giulietta. Une deuxième génération, à la ligne cunéiforme très caractéristique, allait suivre avec succès à partir de 1977, avant que l'actuel modèle ne soit lancé pour le centenaire de la marque en juin 2010. Cette nouvelle génération est la digne héritière de la lignée et rend hommage aujourd'hui à la première du nom, en lançant la série spéciale Sprint du modèle contemporain de Giulietta, aux attributs sportifs et aux motorisations dynamiques. De nouvelles pages de l'histoire de la belle italienne sont donc encore à venir. Cette étonnante ornie qui traverse les rues de Paris, comprenez objet roulant non identifié, est une Elica, une voiture à hélice produite en 1919 par un certain Marcel Leia, ingénieur et passionné d'aéronautique. Et bien plus de 90 ans plus tard, nous en avons retrouvé une. Certes, il ne s'agit que d'une réplique, mais elle est en tout point fidèle à l'original, au point d'avoir encore parfois un peu de mal à démarrer. Alors comme toutes les voitures de ces époques-là, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'une voiture moderne. Celle-ci, la particularité évidemment avec l'hélice propulsive, c'est qu'on n'a pas de boîte de vitesse, donc il faut régler la vitesse du moteur pour avancer. Et comme vous vous en doutez, ce n'est pas la seule particularité de l'Elica, qui en son temps était une voiture totalement révolutionnaire. Tout à fait révolutionnaire, surtout par sa forme aérodynamique. Les voitures de l'époque n'étaient pas du tout profilées, celle-ci est extrêmement profilée, très légère. Donc avec une très faible propulsion, on arrive à rouler à des vitesses élevées. La propulsion par hélice elle-même, évidemment, était révolutionnaire aussi. Cette hélice, justement, parlons-en. Dans l'esprit de son inventeur, elle permettait d'éviter la boîte de vitesse, le différentiel, les cardans et une usure prématurée des pneumatiques. Mais au fait, pourquoi avoir placé cette hélice à l'avant de l'Elica plutôt qu'à l'arrière ? C'est que les routes n'étaient pas goudronnées à l'époque. Donc si on mettait l'hélice derrière, la poussière soulevée par les roues de la voiture allait dans l'hélice et cassait très rapidement l'hélice. En mettant l'hélice devant, elle était libre de toute poussière. Par contre, évidemment, ça fait un peu de vent. Pouvant embarquer 2 personnes en tandem, sur à peu près 3 mètres de long, l'Elica ne pèse que 250 kg. Rien à voir bien sûr avec nos automobiles d'aujourd'hui, d'autant que toutes les liaisons se font par câble, qu'il s'agisse des freins ou de la direction. Et concernant cette dernière, Marcel Leia avait d'ailleurs une vision bien particulière. Marcel Leia disait que dans la nature, les poissons se dirigeaient par l'arrière, les oiseaux aussi, et puis les bateaux, les avions, donc les voitures devaient se diriger aussi par l'arrière. Donc ce sont les roues arrière qui sont directrices. Alors pour démarrer cette voiture, il faut commencer par mettre les réservoirs d'essence en pression parce qu'ils sont plus bas que le moteur et il n'y a pas de pompe à essence. Donc il y a une pompe à main. Une fois les réservoirs en pression, il faut ouvrir l'essence. Puis après, positionner l'avance à l'allumage.
les gaz et ensuite tirer avec le lanceur à ficelle. Ça démarre au quart de tour. Une procédure immuable qui permet à cette réplique délicat de ronronner et ainsi de nous offrir un sympathique retour dans le passé.